3 invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Hermann est à nos côtés, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Thomas Friedberger nous accompagne également, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Et Thierry Gill avec nous autour de cette table, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Thierry, vous nous avez fait la gentillesse de venir avec les résultats de l'élection américaine pour mettre fin au suspense, en tout cas les résultats tels que modélisés par l'analyste politique de la maison Raymond James à Washington. Vous êtes venu avec les slides qui ont été présentés, alors qui sont très à jour, hein. C'est pas des modèles ou des estimations qui datent d'il y a 3 semaines, parce que ça a bougé quand même encore assez vite ces dernières semaines. Ça date d'hier soir. On a fait un J+1 hier soir, il y aura un J+1 demain. D'accord. Bon, que peut-on dire du résultat potentiel de cette élection américaine tel que modélisé par votre analyste politique ? Alors, j'aurais aimé vous donner les résultats, c'est pas le cas. En fait, depuis maintenant plusieurs mois, on tient une espèce de tableau de bord en revenant en fait sur 3 aspects de l'élection américaine, la présidence et le Congrès dans sa globalité, qui comprend le Sénat et la Chambre des représentants. Du côté du Congrès, globalement, aujourd'hui, vous avez donc le Sénat américain, pour mémoire, qui en fait change pour un tiers de ses membres. Il y a 100 membres. 34 sièges. 34 sièges à renouveler cette année, un tiers tous les 2 ans, donc il change en intégralité tous les 6 ans. Et sur les 34 sièges, il y a 23 sièges côté démocrate. Donc les démocrates ont plus à perdre. Et du côté du Sénat, selon notre analyste basé à Washington, il part du principe que compte tenu effectivement du découpage électoral, des personnalités et des élections de mi-mandat, qu'on a obtenu à 75%, c'est assez tranché. Ouais. Ce devrait être une victoire pour les Républicains. Ouais. Voilà. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas que nous, il y a pas mal de nos confrères qui sont un petit peu sur le même postulat. Du côté de la Chambre, ça peut paraître effectivement un peu bizarre, mais là aussi, il faut prendre en compte les personnalités locales, le système de vote, enfin bon, qui est le même que pour la présidence ou pour le Sénat, mais dans le découpage. Et là, par contre, on est plus sur un schéma. Aujourd'hui, les républicains sont majoritaires, mais de très peu de sièges, de 2 sièges, je crois, de mémoire. Et là, on paraît plutôt sur une victoire des démocrates. Donc, pour résumer, au niveau du Congrès, on part vers une cohabitation. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est effectivement l'élection du président lui-même. Oui. Et donc, c'est là où on en vient aux fameux États clés, aux fameux États pivots, c'est ça, voilà. Thierry ? Alors, sur les 7 États clés, donc c'est le 2e slide que je vous ai apporté. Arizona, Géorgie, Michigan, North Carolina, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin aussi. Et Wisconsin, très bien. Absolument. Là, ce que je voulais vous montrer et Nevada. Sur ce slide, on n'a pas forcément le résultat. Encore une fois, on est dans la marge d'erreur. Quand vous voyez la colonne de droite, elle date du 3 novembre, donc elle est toute récente. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution depuis fin... Donc ça, c'est la comparaison. Première colonne, c'est quand Trump était opposé à Biden. Deuxième colonne, c'est l'entrée en liste de Kamala Harris avec effectivement les dernières estimations qui datent d'hier ou d'avant-hier, c'est ça ? Exact. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend la première ligne, par exemple, AZ, c'est l'Arizona. Trump avait fin juillet environ presque 5,8% d'avance, presque 600 points de base d'avance. Et on voit très clairement que les tendances, tous les États confondus, a largement fondu. Il a toutefois toujours, selon, encore une fois, cette liste, une légère avance. Mais on voit qu'Harris pointe le bout de son nez, si je peux me permettre. Ah ouais, et c'est là où ça rend la situation difficile. Pas mal d'analystes considèrent que la Pennsylvanie pourrait être le faiseur de roi ou de reine. On verra, il y a 19 sièges à la clé. Ça va donner un peu la tendance. Mais c'est effectivement, encore une fois, j'ai beaucoup échangé avec les gens de notre maison mère aux États-Unis et en essayant un petit peu de prendre le pouls, le sentiment, et tout le monde s'accorde à dire it's too close to call, comme on dit, hein, c'est trop serré pour s'engager aujourd'hui. Il semblerait que depuis 24 heures, certains derniers instituts ont l'air de dire qu'il y a un petit peu une remontée de Kamala Harris. À voir, on verra demain. Le sujet après... On a vu un sondage dans l'Iowa, c'est ça, qui a pu faire bouger peut-être le marché hier, sondage qui est paru ce week-end, qui visiblement a conduit les investisseurs ou les spéculateurs, peut-être même d'ailleurs à ce niveau-là, à abattre un petit peu du trade Trump qui prévalait depuis 2 semaines. On a vu le dollar baisser un peu hier, par exemple. Oui, et puis le trade Trump, il est largement joué depuis des semaines et des semaines. D'accord. Il y a à la fois du prise de profit, la volonté de jouer autre chose. La vraie question qui va se poser pour nous tous, c'est quand pourra-t-on espérer avoir un résultat définitif ? Ça sera peut-être... C'est une question difficile, ça, Thierry, vous pensez ? Enfin, difficile. C'est pas évident que demain, à 5h ou 6h du matin, on ait suffisamment d'éléments pour que... Alors, historiquement, c'est l'agence
AP, Associated Press, qui appelle, qui donne le résultat et qui est ensuite repris par l'ensemble des networks américains. C'est pas évident qu'on ait ce moment-là demain au petit matin, quoi. C'est pas évident. Je veux dire, 2 rapides exemples, je vais essayer d'être assez rapide. En 2020, lorsque George Bush gagne contre Al Gore, il a fallu pratiquement 2 mois. Floride. Voilà. Et c'était un État qui a fait la différence, et sur un écart d'un peu plus de 500 voix. Et le S&P avait perdu quoi ? Plus de 10% peut-être dans cette... 8% dans l'intervalle. L'autre exemple, c'est l'exemple de Trump en 2020 contre Biden. Là, c'était plus court. Dès le 8 novembre, enfin moins d'un mois après, ça a été validé par la Associated Press. Mais dès 3 jours après, on savait que c'était plutôt lui. Oui. Après, on connaît tous les problèmes qu'a soulevé Trump. C'était plus rapide. Mais voilà, ça peut être une question de jours, de quelques semaines. On ne pense pas que ça prendra 2 mois. Un truc qui me frappe, Thierry, mais je ferai tourner la parole là-dessus, c'est l'économie n'est plus un facteur, ou la santé d'une économie ne semble plus être, en tout cas dans cette élection américaine, un facteur déterminant ou un avantage, en tout cas, pour une candidate, en l'occurrence, qui s'inscrit quand même dans la continuité de l'administration Biden. C'est-à-dire qu'il y avait cette fameuse idée propagée, amplifiée par Clinton, « It's the economy stupid ». À la fin de la journée, visiblement, c'est pas ce qui va faire le vote des électeurs américains. Parce que tous les économistes décrivent quand même, on peut en débattre, discuter, nuancer, mais tous les économistes quand même décrivent une situation économique américaine qui reste impressionnante par rapport au reste du monde et par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer à l'issue de la crise pandémique, etc., etc. Les Américains ont un terme qu'on m'avait appris il y a pas mal d'années, on appelle ça le perception change. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné la perception des choses et la réalité. Et vous avez un candidat républicain, Trump, qui vous martèle que tout va mal depuis des mois et des mois, quand c'est pas plus longtemps. Cette idée, elle fait son chemin dans une partie de son corps électoral, qui n'a pas fait, j'ai envie de dire, son due deal. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous interrogez n'importe quel moteur de recherche, moi je l'ai fait à titre personnel, j'ai voulu comparer le Standard & Poor's 500, j'ai voulu comparer l'évolution du PIB, j'ai voulu comparer les déficits publics. Rien, je dis bien rien, ne laisse penser aujourd'hui que la mandature de Biden ait été plus mauvaise que celle de Trump. Mais dans la perception des gens, et ça, c'est l'impact de l'inflation. Je dirais que pour beaucoup de gens, une récession encore, c'est un autre cas de figure, on ne va peut-être pas le développer ici, mais l'inflation, ça touche tout le monde. Ouais. Et en fait, la personne qui va faire le plein d'essence, les gens qui vont faire leurs courses, ça touche tout le monde. J'allais dire, ça touche même encore plus des catégories de population les moins favorisées et les plus défavorisées. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, que Trump met l'accent, et c'est ce qui pèse un petit peu, ou redonne ce sentiment qu'avec Biden, c'était moins bien. Ouais. Toujours frappé de voir dans les sondages d'opinion, alors les enquêtes de confiance auprès des ménages, etc., on a la polarisation des enquêtes avec les républicains et les démocrates du panel. Les républicains, enfin ceux qui sont interrogés, les ménages dits républicains, estiment que l'économie américaine est au fond du gouffre aujourd'hui. Jamais il n'y a eu pire situation économique aux États-Unis. Taux de chômage 4,1, PIB 2,8, hausse des salaires 4%. Voilà, je veux dire, on pourrait donner une litanie de chiffres. Qu'est-ce qui compte sur le plan macroéconomique, ou en tout cas sur les marges de manœuvre économiques de la future administration américaine dans cette élection, pour vous aujourd'hui, Evelyne ? D'un point de vue américain ou d'un point de vue européen ? Peut-être d'un point de vue américain, mais évidemment, vous êtes spécialiste de l'économie européenne et au-delà des États-Unis, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la réponse du monde et la réaction des autres zones économiques. Alors, pour les États-Unis, je pense qu'on est tous d'accord, l'économie est dans un très bon état et a priori, là où nos collègues diront qu'il faut faire beaucoup attention, c'est effectivement la future politique budgétaire. À quel point ça peut être, dans les scénarios sweep, c'est peut-être le plus extrême en ce qui implique aussi la trajectoire des budgets des déficits budgétaires et compagnie. Et donc du coup, le soutien qu'on peut y avoir sur une certaine partie de l'économie, mais on préconise quand même des conclusions apparemment trop simples. Donc du coup, les politiques de migration peuvent peser sur la croissance, puisque c'est un phénomène d'offre, mais aussi de demande, effectivement. La politique de guerre commerciale, ça peut également peser sur l'économie dans l'agrégat, parce que c'est un choc d'incertitude qui pèse beaucoup sur l'investissement. Et c'est peut-être là, donc, du coup, la transition en Europe. Pour l'Europe, il y a cette composition de potentielles tensions commerciales avec les US, soit avec les US directement, soit entre les US et la Chine. On a eu l'expérience de 2018-2019 de ce que ça fait avec le niveau d'incertitude dans l'économie. On a fait l'expérience à quel point ça peut peser sur les investissements, même sans avoir
des tarifs supplémentaires vis-à-vis des exportations européennes eux-mêmes. Donc du coup, ça, c'est la composante que nous, d'un point de vue Europe, on regarde de plus près, notamment dans la perspective que l'économie européenne ne va pas très bien pour commencer. On n'a pas du tout le même point de départ que les États-Unis. On a une insuffisance de demande interne, on a une insuffisance de demande externe. Nos marchés d'exportation, et notamment la Chine, restent assez affaiblis. Donc du coup, si on rajoute un choc d'incertitude, voire même un choc de tarifs supplémentaires, ça peut significativement peser sur cette reprise sur laquelle, je pense, tout le monde compte pour l'année prochaine et pour 2026. Ça peut changer le scénario de cette reprise européenne, le faire basculer, alors, j'allais dire, au mieux vers une année de stagnation supplémentaire, voire quelque chose de plus récessif encore ? Ça dépend un peu des économies lesquelles on regarde. Ouais. Donc, du coup, la zone euro, dans son agrégat, elle est quand même en train de croître un tout petit peu. Donc, nous, on a un taux de croissance de 0,7 pour cette année dans la prévision. Merci la périphérie. Oui. Non, mais... C'est pas l'Allemagne qui a un taux de croissance de 0 depuis 2019. Donc, du coup, on est d'accord que ça vient pas de là. La France y contribue quand même un peu, même si en France, on a la même tendance à toujours dire que l'économie va mal quand il est pas si mal que ça. Il est vrai. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que si vraiment on a un choc d'incertitude ou un choc sur tout ce qui est exportation, ça pèse plus lourd sur l'économie qui est la plus exportatrice en zone euro, c'est l'Allemagne. Donc du coup, c'est là qu'on s'attend à une reprise cyclique. S'il y a une baisse, s'il y en a encore une année de zéro croissance, ça devient très compliqué parce qu'on voit déjà certains composants du marché du travail qui sont en train de se dégrader significativement, notamment l'emploi dans le secteur privé. En Allemagne, spécifiquement ? Oui, on a le glissement annuel des emplois dans le secteur manufacturier, il est négatif. Dans les services, on est arrivé à 0. Donc là, ce qui maintient un rythme de croissance dans l'emploi, c'est le secteur public. D'accord, parce que c'était un des arguments du Joachim Nagel, je crois, il y a encore quelques semaines ou au mois de septembre, de dire, attention, l'Allemagne, effectivement, il y a une mauvaise réputation qui entoure l'Allemagne, mais moi, je regarde, on est au plein emploi, le marché du travail va bien, le bilan des entreprises est bon, etc. Quoi. Bon, on parle de dégradation légère, on n'est pas en mode récession, mais ceci dit, la marge de continuer à un taux de croissance 0... diminue quand même très rapidement. Et comme tu disais juste, si on n'a pas cette reprise cyclique en Allemagne d'un taux de croissance 0 vers un taux de croissance plus proche de 1% l'année prochaine pour des raisons liées à la demande externe ou liées aux incertitudes, au choc d'incertitude, ça va peser sur la zone euro dans son intégralité. Si l'Allemagne a 0 taux de croissance à la place de 80 points de base ou 1%, on enlève 30 points de base de la zone euro, il n'y a pas de reprise. Donc du coup, ça pèse sur les perspectives d'inflation, ça pèse sur la politique de la BCE. Donc nous, comme équipe, on est relativement bas de toute façon. On s'attend à un taux de dépôt à 1,5 à la fin de 2025. Ça, c'est dans un scénario où tout va bien. Si on part dans un scénario où l'incertitude grimpe, où on a un problème supplémentaire sur la demande internationale, voire sur la demande interne CAPEX en zone euro, on peut très bien s'imaginer une zone euro où on aura besoin d'une politique monétaire stimulatoire. Donc une BCE encore plus dovish, dans le cas d'un leadership Trump avéré aux États-Unis, qui impliquerait à l'inverse un stance plus hawkish de la part de la Réserve fédérale américaine. Potentiellement. D'accord. Donc là, un grand écart qui pourrait se créer. Oui, mais c'est quelque chose qu'on a discuté depuis 3-4 ans. Il y a quand même des fondamentaux dans l'économie qui font que... Sauf qu'on a déjà du mal à y aller. Enfin, la BCE a déjà du mal à y aller aujourd'hui. Donc, les marchés aussi, parce que... Mais c'est le risque. C'est le risque. Thomas, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire américaine, cette élection et la manière dont le monde se prépare ? J'allais dire, quel que soit le résultat, le monde doit être prêt quand même aussi à apporter une réponse à la prochaine administration américaine. Oui, après, nous on fait de l'investissement long terme, donc je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à long terme, très honnêtement. Mais bon. Point intéressant, je veux bien qu'on en dise un mot. Enfin, je veux dire, le cycle est plus fort que Trump, les enjeux, les défis, la transition énergétique, c'est plus fort que Trump. Même si les politiques climatiques sous Trump ne seront pas les mêmes que sous Harris, il y a quand même une tendance de fond puissante qui ne s'arrêtera pas à ça. Je pense qu'il y a des tendances fortes. Après, sur l'occasion d'en redire un mot. Sur le vote en lui-même et ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie, je pense qu'effectivement, il y a
il y a pour la première fois peut-être une décorrélation entre la situation économique et le résultat de l'élection sur le candidat sortant. Mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a probablement jamais eu autant de gens en difficulté aux États-Unis. C'est-à-dire que l'économie va bien, mais il n'y a jamais eu autant d'exclus, de gens malades, de gens dépressifs, accros à des drogues, etc. Et donc en fait, c'est aussi probablement lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie du pays qui va bien, mais il y a aussi une partie du pays qui va très mal. Et donc on en revient toujours au même point, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est est-ce que le PIB c'est vraiment le bon indicateur de la santé d'un développement, pays, de la santé, de oui, l'épanouissement, etc. Disons que c'est un indicateur. C'est peut-être pas la vision la plus holistique qu'on peut avoir. Après, sur le reste, je pense que effectivement, il y a un impact court terme qui peut avoir son importance, c'est la trajectoire budgétaire, ça c'est sûr, avec en filigrane probablement le fait que, enfin notre conviction que les taux d'intérêt long terme sont trop bas, c'est pas forcément les taux d'intérêt court terme qui sont trop hauts. Et ça, évidemment, une victoire de Trump, je pense, accentuerait cette remontée des taux longs, qui aura un impact probablement sur les multiples de valorisation côté equities, que ça soit coté ou non coté, mécaniquement, et puis probablement aussi, je pense, sur les primes de risque d'une manière générale, sur les actifs risqués à moyen terme. Donc là, c'est pas un Trump market positive que vous décrivez comme on a pu l'avoir au final en 2016. Alors, market positive sur certains secteurs et sur certaines classes d'actifs, mais sur les taux long terme en général, je ne pense pas que ça soit très positif qui gagne. Voilà. Ensuite, sur le reste, sur l'impact sur l'Europe, je sais pas. Je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence, à part peut-être sur on va dire la guerre en Ukraine, où je suis pas un spécialiste de géopolitique, mais j'ai l'impression quand même qu'on se dirigera en 2025 vers des pourparlers de paix quoi qu'il arrive, mais que peut-être qu'une victoire de Trump peut les accélérer. Parce qu'il annoncerait que le soutien américain se retire plus vite que si c'était Kamala Harris qui gagnait. Voilà, et après, sur les tendances fortes, on a la conviction chez nous que Trump ou pas Trump, la transition énergétique est d'une certaine manière en route aux États-Unis, pas pour sauver la planète, mais parce que adresser l'efficience énergétique de ces process industriels, de ces bâtiments. Retourner les data centers, quoi. Ouais, c'est un élément de compétitivité pour les entreprises. À un moment où il y a du reshoring, où les salaires, il y a des problèmes, il y a les coûts salariaux ont augmenté parce que quand vous relocalisez de la production aux États-Unis, ça vous coûte plus cher. Et donc en fait, sur ces sujets-là, on voit quand même une tendance assez forte. Sur les sujets d'efficience énergétique plus que de transition énergétique des entreprises qui font qu'il y a une tendance très forte qui se dégage sur les apporteurs de solutions là-dedans, quoi. Et ça, que Trump gagne ou pas, on pense que... Et ces stratégies d'entreprise, elles ne changeront pas parce qu'un Trump revient à la Maison-Blanche et redonne des permis de forêt à, tout le bassin permien, etc. Honnêtement, je ne pense pas. Ouais. Et je pense aussi que les États-Unis collectivement sont aussi plus malins que ça, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que c'était quand même une terre bénie des dieux pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire que le Texas qui est quand même très vocal sur... c'est quoi c'est le plus gros état solaire des États-Unis et du monde. C'est le plus gros producteur d'énergie renouvelable des États-Unis. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont parfaitement compris que quand on a beaucoup de soleil, beaucoup de vent et la potentiel de développer un parc nucléaire performant, et ben en fait l'indépendance énergétique, quelle que soit la trajectoire des réserves de shale et du coût du pétrole, elle peut être assurée et qui peuvent parfaitement exporter leur shale beaucoup plus cher ailleurs vers des gens qui en ont pas comme nous, et que donc c'est économiquement intéressant pour eux. Ouais. Bon, sur le plan effectivement des marchés, alors risque d'un peu de bruit si les résultats sont pas délivrés rapidement, ça je crois qu'on a compris, Thierry. Et ensuite, est-ce que quand même la course des marchés, la course de l'économie peut être altérée par une victoire, alors quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence de Trump, si c'est le risque, ou est-ce qu'il y a quand même là aussi pour vous des tendances de fond, je sais pas. Palantir nous envoie un message sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Trump
où Harris, d'ailleurs, changerait beaucoup de choses au message envoyé par un Palantir aujourd'hui qui nous dit, à ce stade, que la demande pour l'IA est inébranlable. C'est un exemple, enfin, je veux dire. Oui, c'est un exemple. Pour dire qu'il y a des choses quand même aussi dans les marchés qui sont solides, quoi. Oui, alors pour rebondir sur l'IA, tout ce que vous avez eu depuis un mois, voire plus, sur l'IA, franchement, c'est une tendance lourde. D'accord. Vous l'avez vu sur les dates d'NVIDIA, vous l'avez vu sur tout ce qui est il faut de la mémoire pour faire de l'IA, donc quand vous regardez les résultats même de Micron, qui n'ont pas forcément été bien pris, mais il faut de la mémoire à bande large, du HBM, les résultats étaient bons. Vous regardez les data centers, des sociétés comme Equinix ou Digital Realty, les résultats ont été excellents. Après, vous allez voir des sociétés comme Hewlett-Packard, ou bien vous prenez des sociétés comme Dell. Tout va dans le même sens. Donc là, c'est un no-brainer pour nous. Voilà, la tendance va se poursuivre. Je ne suis pas sûr, pour répondre à votre première question, que les politiques aient vraiment les moyens que ça bouge beaucoup. Moi, je suis dans le métier depuis 84. J'ai vu pas mal de choses. J'ai pas connu 80 avec Reagan à l'époque, avec sa courbe de l'affaire et qui s'est inspiré à l'époque de la politique de Thatcher. Mais globalement, l'impact des politiques, il est minimal. On parlait à l'instant des énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, nous, on est convaincus. D'abord, l'IRA Plan de Biden, il y a tellement d'emplois à la clé, tellement dans des États républicains, qu'il va pas se tirer le balle dans le pied. Voilà. J'ai un avis. Alors après, sur le solaire, ça c'est autre chose, mais voilà. Là où il y a des points. Même sur la politique migratoire, enfin, pour avoir lu quand même quelques papiers à ce sujet, beaucoup d'analystes estiment que, comme souvent chez Trump, il y a le discours, l'affichage. Oui. Et que derrière, évidemment, on imagine bien que les États républicains en bord de frontière seraient un peu déçus de ne plus avoir de main-d'œuvre entrante pour venir suppléer à une main-d'œuvre manquante, peut-être parfois dans certains endroits et certains métiers. D'où l'importance du résultat du Congrès. Il ne peut pas diriger, peut pas diriger par oukase. Voilà. Donc, encore une fois, à un moment donné, il va devoir faire avec la carte du Congrès. Et c'est pour ça que ça sera important de savoir comment est-ce que la marge sera ténue, est-ce qu'elle sera plus large. Et ça nous donnera un petit peu les choix. Après, il y a forcément des secteurs qui tireront mieux leur épingle du jeu. Ouais, ça peut quand même. La logique sectorielle du marché peut être quand même un peu plus, peut être différente en fonction des résultats. Pas beaucoup. Enfin, sous Trump, la santé devrait être plutôt mieux s'en tirer. L'immobilier, Kamala Harris avec sa proposition de loi et pour aider les primo-accédants, ça devrait aider. Voilà, on peut trouver toujours des arguments pour l'un, mais sur le long terme. Tout va dépendre vraiment de l'économie et je pense que les décisions de la Fed, la Fed a une décision, en fait, moi c'est ce que je répète à peu près assez souvent en ce moment, on est dans un monde américain avec une inflation corps qui est à 2,7, mais l'amener à 2, ça va être compliqué. On a des taux longs, on l'a évoqué à l'instant, qui restent, est-ce qu'ils ne devraient pas encore être peut-être plus hauts, je ne sais pas, qui sont sur du 4,30, 4,40. Vous avez des salaires qui croissent de 4 et qu'on n'arrive pas à faire beaucoup baisser plus. Donc la Fed, à un moment donné, moi je pense qu'à aujourd'hui, encore une fois, je me méfie des opinions longues. On s'est tous trompés l'année dernière, en décembre dernier, quand on voyait tant de baisses de taux en 2024 qu'on n'a jamais eu. Et donc faire des paris au-delà de 2 mois, 3 mois, c'est compliqué. Et le vrai enjeu de la Fed, c'est comment ils vont s'adapter par rapport à ça pour 2025. Ouais. Sur la Fed, enfin les banques centrales, mais la décision du 7 novembre de la Réserve fédérale américaine, on peut imaginer quand même, Evelyne, qu'elle est déjà fondée, notamment sur les dernières données économiques. Alors le rapport emploi qui a été un peu bruité par les effets climatiques et la grève chez Boeing, ou encore l'ISM aujourd'hui. Mais cette décision du 7 novembre, elle doit être encore rendue, j'entends, mais on peut imaginer que chaque membre de la Fed a déjà pris sa décision, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine. Est-ce que ça vaut pour les meetings suivants ? Nous, on s'attend à une baisse, comme je pense. 25 points de base. 25 points de base. Nos collègues pensent que ça va se poursuivre aussi en fin d'année. Donc novembre, c'est faisable. Décembre, c'est encore faisable. Décembre, c'est faisable. C'est vraiment sous l'hypothèse que l'économie va relativement bien, mais la désinflation continue à faire un certain progrès. Donc, du coup, on est certes dans une situation, on n'est pas très sûr si on arrive vraiment à retourner à 2%, mais pour l'instant, on fait du progrès. Donc, du coup, il y a une certaine naturalité presque. On accompagne le mouvement. On veut éviter que ça va trop loin et on est
très probablement encore bien au-dessus des taux neutres. Donc, il y a de la marge jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au point où la politique monétaire ne sera plus restrictive. Pour 2025, ça devient plus compliqué. Donc là, il y a plus de questions qui se posent. Dans un scénario de base de statu quo, on va dire, sur lequel on est basé aujourd'hui, la désinflation progresse. Nos collègues en taux terminal de la Fed de 3 à 3,25 dans le scénario, mais il y a des risques à la hausse, même avec l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, même sous un scénario, disons, statu quo. Parce que c'est une économie qui continue à croître très fortement. C'est une économie où le taux d'inflation sous-jacente reste relativement stable. Il y a très peu de choses à voir pourquoi il y a des risques à la baisse. Il y a peut-être plus de risques à la hausse. Alors, le risque de réaccélération dont on a parlé les dernières 3 semaines, on va dire, a un peu diminué aujourd'hui, mais il y est encore. Il est au moins aussi prononcé que le risque d'une désaccélération si on assume, encore une fois, scénario de base, statu quo. Au moins statu quo. Donc, c'est un scénario qui, pour la Fed, est relativement compliqué pour commencer. Mais d'ici la fin de l'année, c'est quand même relativement probable, et ce que les marchés pressent d'ailleurs, qu'on aura une poursuite des baisses de taux. Je reviens sur la politique des tarifs. Bon, Trump peut avoir un peu de marge de manœuvre quand même s'il accède à nouveau à la Maison-Blanche de ce point de vue-là. Donc, a priori, l'Europe, alors j'essaye de suivre, mais c'est autour de 10%, 10, 20, enfin bon, c'est 10% pour l'Europe, ce serait 60% pour la Chine. Qu'est-ce qui est le plus problématique pour l'Europe, Evelyne ? Est-ce que c'est les 60% de tarifs additionnels potentiels supplémentaires sur la Chine, on parle bien des produits chinois, importés par les États-Unis, ou est-ce que c'est les tarifs directs sur l'Europe de l'ordre de 10%? J'ai envie de dire que c'est l'incertitude. Ouais, c'est ce que vous dites. Donc c'est le fait que déjà on est dans un contexte que on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses vont se développer. S'il y a une flambée des tensions commerciales, encore une fois, entre les US et la Chine, c'est ce qu'on avait en 2018-2019. C'est l'Europe la victime? C'est tout le monde. Il n'y a personne qui a eu des taux de croissance exorbitants pendant cette période-là. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique à n'importe quelle économie. Mais l'Europe, qui a donc une insuffisante de demande interne, une très grande exposition vis-à-vis le commerce international, se fait coincer là-dedans. Et donc, du coup, c'est cet impact de l'incertitude qui pèse beaucoup. Après, on a vraiment aussi un problème de dynamique de prix mondiale. Si vraiment la Chine perd accès d'une façon ou d'une autre au marché américain, le monde pour les exportations chinoises se réduit, mais bien sûr. Et donc du coup, ça augmente la pression encore une fois sur l'Europe, et ça probablement augmente la pression des inflationnistes sur les prix de biens dans le monde. Hors États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais dans le monde dans son intégralité. En Europe, on n'a pas forcément une réponse. Après, pour la quantification de ce que ça veut dire d'avoir des tarifs des États-Unis sur l'Europe même, on a essayé ça en 2018-2019. À l'époque, on parlait d'une hausse des tarifs sur l'automobile, notamment à 25%, il me semblait, ce qui était une augmentation de 22% et demi, et un tarif généralisé de 10% supérieur à tout le reste des importations. On a regardé les chaînes de valeur, donc vraiment juste l'impact direct sur le commerce, les élasticités de demande vis-à-vis une augmentation des prix à travers les tarifs est a priori plus important que l'élasticité vis-à-vis un changement des taux de change. D'accord. Ce qui mettait dans les calculs à peu près 60-70 points de base du PIB européen à risque. Ça viendra en plus, mais pour un premier instant, je dirais que c'est vraiment le phénomène d'incertitude qui peut peser le plus. Ouais. Thomas, je reviens sur la réponse de l'Europe. Alors effectivement, la vie des affaires suit son cours. Trump, vous l'avez dit aussi, peut quand même être un accélérateur de tendance à certains endroits. Vous défendez chez Tikehau, mais d'autres aussi, Mario Draghi en premier, l'idée d'un besoin de changement dans le modèle européen. Pour vous, c'est une tendance lourde qui se retrouve dans l'idée de la souveraineté, de la résilience. Tout ça résonne évidemment avec le rapport Draghi, les rapports précédents d'Enrico Letta, Christian Noyer, etc. Trump peut être un accélérateur quand même pour cette quête de souveraineté en Europe, qui est un peu au stade d'ébauche aujourd'hui. Alors peut-être pas pour l'investisseur, parce qu'il y a toujours des choses à faire de ce point de vue-là, mais quand on regarde la dimension un peu intégrée, politique, on sent que le cap n'est pas encore forcément clairement défini, quoi.
Ouais, c'est pas facile. J'essaye de le dire gentiment, quoi. C'est pas facile et d'ailleurs on ne s'attend pas à ce que ça devienne très clair. Ouais. Quoi. On a un commissaire à la défense, a priori, dans la nouvelle commission. Non, mais bon. Mais ceci dit, dans la pratique, Ouais. il y a des choses qui se passent. Voilà. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se Les passent. entreprises n'attendent pas Bruxelles. Les entreprises et puis les États aussi. Hein. Les États et les supranationaux. Hein. Le Fonds européen d'investissement, par exemple, fait plein de choses là-dedans. Il y a des initiatives de place des partenariats publics-privés. Il y en a de plus en plus dans pas mal de secteurs. On a annoncé des choses, nous, dans l'aérospace récemment. On fait beaucoup de choses dans la cyber avec des partenariats avec le ministère de la Défense, avec les grandes entreprises, etc. Donc la prise de conscience, elle est quand même réelle, quoi. Ouais, elle est réelle. Alors après, est-ce qu'elle va être européenne dans un contexte où la tentation est quand même au repli national? C'est ça vraiment qu'on va voir. Ça va aussi beaucoup dépendre de l'attitude de l'Allemagne, qui est dans une situation quand même assez compliquée, parce qu'on voit bien, par exemple, sur les tarifs, que c'est eux qui sont les plus réfractaires à mettre en place des tarifs, parce que les entreprises chinoises étaient jusqu'à présent leurs clients. Ils ont voté contre, si je ne dis pas de bêtises, pour les tarifs auto. Mais dans un contexte quand même où, je pense, tous les gouvernements ont bien en tête que si ça ne se fait pas au niveau européen, ça sera quand même très compliqué de résister à la fois à la Chine et aux États-Unis. Il y a quand même de l'espoir et il y a quand même des choses qui se font à la fois au niveau européen et au niveau national. Et ce qui se fait au niveau national déborde sur le cadre européen. Parce qu'aujourd'hui, les supply chains sont quand même européennes, par exemple dans l'aérospace, clairement. Et donc, ce qui est fait en France de l'initiative française a aussi des impacts en dehors de France, et même chose pour d'autres pays. Ouais. Donc, je ne suis pas si négatif que ça. Et Trump peut accélérer ces tendances ? Et Trump peut accélérer ces tendances-là, clairement. Ouais. Ça peut jouer comme participer ça peut jouer comme un électrochoc. Et d'ailleurs, les investisseurs internationaux ne s'y trompent pas. Il y a quand même un gros intérêt pour l'Europe en Asie, au Moyen-Orient, ne serait-ce que parce que pour une allocation d'actifs globale, quand on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier sur les États-Unis, ce qui est une évidence, par exemple, pour des investisseurs chinois, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour déployer beaucoup de capital, et notamment dans le non-coté. Dans le côté, il y a des alternatives avec des marchés liquides au Japon, etc. Mais dans le non-coté, vous n'avez pas le choix, c'est l'Europe. Et donc, vous êtes obligé de regarder l'Europe. Et en Europe, il y a quand même pas mal de belles choses à faire pour tous ces gens-là, et ils le font. Donc là aussi, on a une vision un peu tronquée. On regarde les flux d'investissement à travers souvent des marchés liquides. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose arriver du reste du monde vers l'Europe. Mais vous dites dans d'autres marchés non cotés, là, il y a quand même de l'argent étranger qui vient s'investir en Europe. Oui, alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des doutes. C'est pas le raz-de-marée non plus. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de capital qui est déployé en Europe. Et il y a des points de... les investisseurs, notamment en Asie et au Moyen-Orient, regardent de très près ce qui se passe en Europe, sont très très renseignés sur ce qui s'y passe, font des deals, et des gros deals, co-investissent avec des acteurs européens comme nous, sont sensibles à des initiatives, des partenariats publics-privés, sont sensibles à ce dans quoi investit le Fonds européen d'investissement, ce dans quoi investit la BPI et les Donc ils achètent quand même cette idée européenne, quoi. Et le mode de fonctionnement de l'Europe qui va avec. Ça permet de dire un mot du marché américain. Encore une fois, quel que soit le résultat, on a fait 2 ans de super bull market. Je crois que le S&P a repris plus de 60% depuis le point bas d'octobre 2022. C'est le dernier calcul que j'ai vu. Oui, 40% sur 12 mois, c'est possible que c'est ça. Sur les 2 ans, je crois que c'était l'ordre de 60%. Et indépendamment du cycle politique, est-ce que le cycle des marchés reste porteur ? Est-ce qu'une 3e année de bull market, ça peut être encore une bonne année ? Ou est-ce que c'est déjà peut-être un peu le trop-plein, quoi ? Alors pour nous, ce n'est pas le trop-plein. Vous savez que je vous ai souvent parlé de mes fameuses statistiques que je regarde souvent sur les marchés en allant chercher dans l'histoire pour lire dans le marc de café les 12 mois à venir. Et quand on regarde l'évolution des marchés américains sur les 12 derniers mois qui ont monté de plus de 30%, quand vous remontez sur une périodicité qui remonte pratiquement en 1926, un tout petit peu avant le krach de 29,
donc quasiment sur un siècle, vous avez une hausse des marchés à venir dans les 12 prochains mois qui est de l'ordre de 12 à 13%. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on reste dans un bull market, quoi. C'est l'idée. On reste dans un bull market. Pour permettre à ce marché de se poursuivre, il faudra que la croissance des profits soit au rendez-vous. Aujourd'hui, notre stratégiste considère que les anticipations de profits sur le SPI sont un petit peu généreuses, mais globalement, on devrait avoir en 2025 des croissances à 2 chiffres. 11, 12, 13 à voir. C'est un peu le consensus qu'on trouve chez FactSet, chez Bloomberg, dans pas mal des maisons, ou chez nous. Ce qui vous mettrait des profits sur SPI à peu près à 274, 75 $ l'année prochaine. Sur un SPI qui sera aujourd'hui à 5007, ça vous met des PE à 21,5, 22. Certes, c'est plus tendu que des indices européens, ça le sera toujours, parce que la composition des indices n'est pas la même, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans fin des années 90 avec des PE beaucoup plus tendus. La seule chose qu'on a tendance un peu à dire, c'est affranchissez-vous de l'idée de vouloir jouer forcément des thématiques style opposé croissance, à value, ce genre de choses. C'est du stock picking. Franchement, et ça c'est vraiment l'idée qu'on véhicule énormément. Quand vous regardez les financières, faut faire du fine-tuning. Nous, on a beaucoup recommandé que les soins évoqués avec vous, l'assurance plutôt que les banques. C'est un peu inversé aujourd'hui. Stock picking, ça veut dire que les indices sont trop fortement sous l'emprise de 5, 6, 7 grandes valeurs et que ces valeurs-là peuvent à un moment ne plus délivrer autant de performances que ce qu'elles ont pu délivrer en 1 an ou 2 ans. Voilà, les Américains prennent le terme de barbell approach, ça veut dire qu'en gros c'est un peu de tout, mais c'est en fait décorréler peut-être le marché. Idéalement, si je devais vous illustrer cet exemple, ça serait faites du SPI 500 mais faites de l'equal weight. Ça veut dire décorréler, c'est un analyse qui tient compte des market cap, et le décorréler du poids des 7 grandes valeurs. C'est-à-dire que vous les gardez, mais allez chercher de la value ailleurs. Et là, il y a des choses. Je pense que l'immobilier est une des pistes si les taux continuent à se poursuivre. Ça l'a déjà été, ça devrait continuer. L'industrie, plus nuancée. La santé est particulièrement en retard aux États-Unis, mais ça va dépendre de qui sera élu, parce que Medicare, c'est quand même... aujourd'hui, il y a pas mal d'indécisions. Mais vous évoquiez tout à l'heure la thématique de l'IA. Ça, c'est un thème à continuer à jouer. Voilà, c'est ça. On est un peu dans ce qu'on a connu dans une partie des années 80, à l'époque, avec Peter Lynch, sur les thématiques, les fonds Magellan. Je remonte très loin, certes, mais c'est vraiment ça. On est dans un marché de stock picking. Voilà. Je pense que c'est ce qui devrait prévaloir sur les 12 prochains mois. Evelyne, il nous reste quelques minutes pour dire un mot spécifique de l'Allemagne quand même. C'est à peu près toujours la même question à chaque fois que vous venez. Non mais que se passe-t-il en Allemagne ? Et combien de temps l'Allemagne pourra supporter encore cette stagnation économique ? Je ne sais pas si on se rend bien compte quand même de la crise, enfin si on s'en rend compte, mais... quand même une crise majeure, quoi. Oui, depuis 2019, on a une croissance de 0 à peu près. Non, mais c'est ce que je disais. Bon, après, on a des gains de pouvoir d'achat dans l'Europe dans son intégralité, mais notamment en Allemagne, qui sont très conséquents. Donc, ça prend relativement peu pour avoir une toute petite amélioration cyclique dans l'économie. Non ? Donc, mais on est un peu au point de bascule où effectivement le marché du travail commence à craquer un tout petit peu. Donc ça m'inquiète un tout petit peu. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la politique ? On en a parlé. Qu'est-ce qui va se passer avec la politique ? La prochaine grande élection du monde, je pense, c'est celle de septembre 2025 en Allemagne. Oui. Alors aujourd'hui, il y a des discussions si on attend jusqu'à septembre 2025 ou pas, mais vous avez raison. Donc c'est le prochain gouvernement qui potentiellement pourra discuter ou pas une réforme des règles budgétaires allemandes qui sont nettement plus strictes, nettement plus sévères que les règles budgétaires européennes. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour l'Allemagne aujourd'hui. Alors, si on parle d'un scénario complètement récessionnaire en Allemagne, il y aura une réponse budgétaire. D'accord. Là, il y a quand même dans cette fonction de réaction allemande l'idée que... Ça a toujours été le mot. Si ça va très mal... C'est en cas de catastrophe... Mais on ne fait rien pour éviter, éviter ça. Donc c'est ça. On ne fait rien pour améliorer la tendance de long terme. Donc du coup, c'est pour ça qu'on regarde qu'est-ce qui va se passer après les prochaines élections. C'est une question de qui sera au pouvoir, quelles seront les initiatives, mais aussi de quelle est la composition du Parlement. Est-ce qu'on a besoin d'une majorité de 2/3 ? Et aujourd'hui, elle n'est pas assurée. Et c'est ça ce qui pose problème. À long terme, la règle budgétaire n'est pas compatible avec tout ce qu'il faut faire. Plus d'investissement, plus de dépenses de défense, tout ce qu'il faut pour arriver à des politiques un peu, carbon neutrality, c'est pas compatible.
Mais la règle budgétaire est liée. Donc, on fait avec. Est-ce que c'est à l'occasion de ces élections que le modèle allemand peut avancer au-delà de la règle budgétaire, ou est-ce qu'il faut attendre Non, il faut attendre après. Après, le marché, quand D'accord. on commence à en parler, je pense que ça y est, mais... D'accord. Le temps politique en Allemagne sera beaucoup plus long que... Il faut changer la Constitution, c'est pas quelque chose... Non. On est d'accord. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché dans cette veillée d'armes à quelques heures, peut-être, des résultats de l'élection présidentielle américaine. Evelyne Herrmann était avec nous, Bank of America Global Research, Thomas Friedberger, Tikeo Capital et Thierry Gill, Raymond James France.